Alors, à tout le monde, Erev Tov. On s'accroche encore, et toujours, malgré les difficultés, le corona qui ne cesse pas. On entend qu'on est en Israël, ça y est, il n'y a plus d'avions qui atterrissent en Israël. En France, il est question encore de confinement encore plus dur. On voit que encore nous interpelle. Encore une fois, il nous donne ces enseignements que Enon Milbado, avec toute la gava de la science, avec tous les progrès de la médecine, avec un petit cachet, on vous enlève toutes les douleurs, on est à l'abri de tout, et bien on voit que non. On voit que non. Et encore une fois, on voit que les plus grands laboratoires du monde ont trouvé un vaccin, et hop, voici qu'il y a une variante avec laquelle il faut composer. Que je vais encore nous montrer, parce que c'est difficile quand on est dans le quotidien, qu'on ne sent pas le miracle. Voir le miracle, c'est difficile. Voir que la nature n'est qu'un miracle qui se perpétue tout le temps, et donc ça devient naturel. Donc, je beaucoup nous montre à quel point un juif doit toujours vivre à ce niveau du miracle. Il faut sentir que tout est dans la main d'Hachem. Vous l'avez entendu 1000 fois, je le répète 1000 fois, mais en 10 ans, je le ressens un peu plus, qui veut nous montrer que voilà, hop, qui sort, et pas de pays sous-développés, qui sort de Grande-Bretagne, qui sort j'entends d'Australie, et encore des variantes, et il faut trouver, il faut parer l'inconvénient, il faut parer le nouvel ennemi. Donc, que je vous nous montre encore que Mamash n'est Béyad Hashem. On est vraiment Béyad Hashem. Mais j'ai envie de rebondir, c'est pas le sujet, mais de rebondir sur les élections américaines. On sait à quel point Trump a un œil bienveillant pour Israël, pour les Juifs. En Eretz Israël, j'ai entendu qu'on a prié pour lui, on a prié pour qu'il arrive à vaincre son opposant, puis finalement il a perdu. Quelque part, il y a peut-être quelque chose de bien. C'est que finalement, on a eu tendance à compter sur un grand homme, mais sauf finalement, un non-juif. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut compter que Rak Beyad Hashem. Ça peut être un bon shliar, un malo. Mais ne pas oublier que ce n'est qu'un shliar. Ce n'est qu'un shliar, c'est qu'un intermédiaire que Dieu a utilisé. Et Kol Yachol, il peut tout, il trouvera la solution. Ce que Trump a donné pendant 4 ans, bon, on a trouvé une autre solution. D'avoir bitachon. À Kol Beyad Hashem, on approche de Mashiach, il faut sentir que En On Milbado. Tout est dans sa main, la création, toutes les merveilles de la médecine de nos jours, finalement, c'est rien. Si on peut dire, c'est rien. Ce n'est que la chorma que l'homme a eue parce que Dieu leur a bien voulu leur donner la chorma. C'est tout. Rapport est râpé, point. Dieu a donné la force aux médecins de trouver des choses. Et quand il veut leur enlever cette force, ou bien il veut trouver des nouveaux ennemis, ben il les trouve. Et on a beaucoup de mal à s'en sortir. Voilà encore la leçon qu'il faut répéter et répéter et répéter. Et plus on la comprendra, et moins Hachem aura besoin de nous faire le chesed, de nous le faire comprendre. À méditer, vraiment, c'est quelque chose à méditer. Et je disais à quelqu'un tout à l'heure, juste avant vous, que l'être humain se trompe, mais Akadosh Baruch Hu se trompe jamais. Il faut accepter. Nous le montrer. Maintenant, sachez une chose. Malheureusement, il y a des gens qui riment, c'est des choses terribles, mais quelque part, Chazé Hachem, ce qui se passe maintenant, c'est Chazé Hachem. Dieu nous met dans le chemin. Demain qu'il a cassé la clipa du pharaon, il veut qu'il cette clipa qui s'est introduit en nous, où on a confiance en la nature, on a confiance aux médecins, on a confiance au progrès, voilà, au modernisme. Mais non, la confiance en personne, il n'y a qu'un Shkoukou. Il est Kol Yachol, il n'y a que lui qui est Kol Yachol, et c'est lui qui peut amener Mashiach dans un monde obscur où on ne voit pas d'où il va sortir. Apparemment, on ne voit pas d'où il va sortir, et bien il va sortir, Bazat Hashem. Et puisqu'on a à quelques jours de Yutshvat, le Shabbat c'était Yutshvat, donc on s'est renforcé sur notre petite cachoute avec le rabbi. Je vais vous raconter une petite histoire qui est rapportée pour encore renforcer le lien qu'on a avec le rabbi. Et donc, avec son enseignement, avec ses sikhot, avec sa shkafa, sa vision du monde. Sa vision du monde de ne pas laisser comme un assis. La différence qu'il y a entre un assis et un gadol d'Israël, aussi grand soit-il,
Un nasi, il a cette faculté d'être attaché à chacun de ses sujets, si on peut dire. Chacun. Au même titre que Moshe Rabbeinu est devenu Moshe Rabbeinu parce qu'en potentiel, il avait cette force d'aller rechercher la petite brebis égarée un peu loin, le petit agneau, il courait pour le rattraper. Ça, c'est la force du Nasi Ador. Nasi Ador, qui est intéressé, qui est attaché, plus qu'attaché, que ça le touche comme ses propres enfants du cas Israël. Ça, c'est le corps du Nasi. Le Rabbi recevait un groupe d'étudiants américains. Et bien sûr, le Rabbi leur posait beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'ils étudiaient? Comment ils étudiaient? Quel était leur niveau de pratique juive? Après un entretien comme ça, à bâton rompu, agréable, le Rabbi leur propose, peut-être que vous avez des questions. Un des étudiants a dit, oui, j'aurais une question. Cours d'arabe. On dit que des grands spécialistes de disciplines très pointues viennent parfois vous poser des questions. Des grands spécialistes, des grands généraux de l'armée vous posent des questions. Des hommes d'affaires vous posent des questions sur des affaires. Des avocats vous posent des questions comment agir dans telle ou telle affaire. Comment c'est possible qu'un homme soit complet à ce point-là, qui a pu avoir le temps d'étudier tous les sujets? Il a posé pas du tout de manière provocatrice. Vous voulez comprendre. Le Rabbi lui fait un sourire. Très intéressant comment le Rabbi se dévoile parfois, accepte de se dévoiler un petit peu. Et il dit, écoutez, je vais vous expliquer quelque chose. Imaginons que vous voyez un maître d'œuvre, un kablan, une personne qui construit un immense immeuble, des tours, des grandes tours. Vous voyez qu'il le construit. Et il ne se trompe pas, il fait des comptes très précis. Et comment il fonctionne? Tout simplement, il regarde le plan. En regardant le plan, en respectant le plan dans ses plus petits détails, et les tours gigantesques, sans se tromper. Le Chacham sait que celui qui est derrière tout cela, c'est l'architecte qui a fait les plans. Eh bien, sachez, pardon aux étudiants, que l'architecte du monde, c'est Dieu. Les plans du monde, c'est la Torah. La Torah, c'est Machal Akadmoni. La Torah, c'est le Machal Akadmoni, c'est le Machal du Kadmon Shalom, de Dieu lui-même. Dans la Torah, il y a tout. Donc finalement, je n'ai pas étudié l'ensemble de ces disciplines que chacun a étudié, l'avocat a étudié, le notaire a étudié, l'ingénieur a étudié, le médecin a étudié. Mais j'ai le plan. Je ne fais qu'exécuter le plan et dans la Torah, il y a tout. Extraordinaire. Le Rabbi qui dévoile, il a ce koach-là dans la Torah de trouver la réponse à toutes les questions. Parce que ce n'est pas seulement la traduction stable, le pshat de la Torah. Si on voit le pimiut à Torah, à l'intérieur de la Torah, il y a la réponse à tout. Il y a une vision globale des choses où il voit que dans telle affaire, business, c'est cette direction qu'il faut prendre et pas l'autre. Pour un avocat, c'est tel argument qu'il faut dire et pas un autre. Pour la médecine, c'est telle chose qu'il faut faire et pas un autre. Il avait demandé quelquefois dans les premières années de prendre certains produits, de les faire développer, etc. Pachout, il était compétent dans cela. Donc là, c'est un grand point de Hitkashrut avec le Rabbi. Le Rabbi, c'est quoi? C'est son bitoul à Dieu, son bitoul à la Torah. Évidemment. Sa grandeur, c'est le Nasi Ador. C'est l'Neshama Kladit. Pourquoi? Simplement parce qu'il n'est que l'expression de ce qui est dans la Torah. Un autre. Rien de personnel. Il sait dire les plans. Mais le plan, c'est la Torah. Et dedans, il y a tout. Voilà, c'est un point très fort. Cette histoire. Mais c'est pas que le Rabbi il est fort, on a vu une vidéo, il parle avec des grands généraux, les généraux sont en baie de palou devant lui, et puis il a parlé avec telle personne, un grand scientifique. Vous voyez que
Le rabbi lui a donné il a la vision globale des choses. Il a le plan général des choses. Il a créé le monde avec un plan. Le plan, c'est la Torah. Maintenant, je vous accorde que lire le plan et le comprendre et pouvoir exécuter la construction à partir de ces plans, il faut être un rabbi, c'est vrai. Mais les plans, il les a. Il faut être racham, il faut dire ce qu'il y a dedans. Voilà ce que le rabbi répond. Le rabbi répond même à ses étudiants. Voilà, donc c'est un grand point de vue de cache-route, hein, c'est se renforcer encore. Et quand on lit donc les sikhot, ça veut dire que le rabbi dévoile le plan divin dans nos générations. Un Mahamar, expliquez ce que c'est un Mahamar et la Shrina qui est descendue, et Nistalek qui revient. Tout cela, c'est le plan divin que les Rebbeim nous dévoilent et notre génération nous donne le développement de notre génération, qui n'est pas forcément le même que des autres générations. Il nous a vus, il voit hein, qu'on est la génération de Mashiach, que maintenant le Icar, c'est que l'ensemble des Juifs reviennent à la Torah, bien sûr étudier la Torah, s'investir entièrement dedans, mais faire en sorte que chaque Neshama, on va être mélaquette, hein, on va glaner, on va ramasser tout le monde entier et Mashiach va se dévoiler. Voilà donc c'est un petit sentiment que je partage avec vous quelques jours après Yud Shvat. On est dans les jours de Yud Shvat qui suivent, on arrive maintenant à tout Bishvat, on va parler des fruits et tout, donc vivre encore avec ça. Donc reprenons notre shiur de Halacha. Je vais vous rapporter les chélotes que j'ai eues cette semaine. Ensuite, on va revenir sur quelques points dont on a parlé les semaines passées sur Boréa. Il y a eu deux chélotes intéressantes qu'on a eu l'occasion d'aborder, mais il est bon de revoir. Tout simplement, c'est une personne qui avait une bonne keila sur la et qui a commencé à brûler. On sentait la très très bonne odeur. Et donc la question traditionnelle, est-ce qu'on peut la sauver? Est-ce qu'on peut mettre de l'eau chaude dans cette keila qui est en train de brûler ou un autre plat, la dafina qui est en train de brûler? On a eu l'occasion d'aborder ce problème-là. La réponse, c'est qu'il y a une solution. Pour enlever de la plaque. De l'eau dans cette dafina, dans cette keila, ou quelle qu'elle soit. Oui, on peut. Mais il y a un certain nombre de conditions à respecter. On va répéter. Hein. C'est encore d'actualité, hein, ça arrive fréquemment, cette chose-là. Ce Shabbat, j'ai eu la question qu'on m'a posée. Si on a de l'eau sur la plata ou dans un kumkum qui a bouilli avant Shabbat et qui est encore brûlante maintenant, dans un kumkum, pas dans un thermos qui est déjà un kedisheni, vraiment directement lié au feu, au secteur électrique. Donc c'est de l'eau qui a bouilli avant Shabbat et qui est brûlante encore maintenant. Donc cette eau-là, elle est encore dans Keli Rishon. Puisqu'elle est encore dans Keli Rishon et la dafina qui est en train de brûler, elle est toujours sur la plata, donc dans Keli Rishon, il faut s'arranger pour prendre de l'eau du kumkum et le mettre dans ce Keli, et ensuite mettre ce Keli Rishon dans laquelle il y avait la dafina sur la plata. Bien sûr, il faut respecter les conditions de Chazara qu'on a déjà étudiées. Donc, techniquement, c'est pas facile. Il faut prendre la dafina qui est en train de brûler sur la plata autour du feu, ou bien vous la mettez sous le kumkum. Vous ouvrez le robinet et l'eau tombe directement. Bien sûr, ne pas transvaser de l'eau du kumkum dans un kedisheni, ensuite dans la dafina. Parce qu'une fois que c'est allé dans kedisheni, il y a un problème. Il y a un problème de Chazara déjà, bien que c'est très très chaud. Et donc, il n'y a pas un problème de bichou, mais un problème de Chazara. Une fois qu'on a mis dans Kedisheni, on ne peut pas être marzir sur la plata. Donc, s'il faut faire, il faut s'arranger pour directement mettre de l'eau, du kumkum ou d'une casserole dans laquelle vous avez de l'eau bouillante et mettre directement cette eau bouillante dans la dafina. Vous n'avez pas posé la dafina, bien sûr, sur le plan de travail. Il faut toujours la tenir avec la main. N'oubliez pas, c'est une des conditions de Chazara. Ou bien on se met à deux personnes, une personne qui prend le kumkum et qui verse de l'eau bouillante dans la dafina, qui est tenue par une autre personne, et qui la remettra ensuite sur la plata. Donc, problème de bichoul, il n'y a pas, parce que l'eau est bouillante, vous la mettez dans Keli Rishon, vous la transvasez dans un Keli Rishon, pas un problème de bichoul. Problème de Chazara, il n'y a pas non plus, parce que l'eau, elle passe d'un Keli Rishon à un Keli Rishon.
Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'interdiction. Je vous avais dit même, si vous vous souvenez, que quand vous avez un plat quelconque, une marmite quelconque sur la plata dans un endroit qui n'est pas très très chaud, qui est chaud mais pas très chaud, et vous voudriez le déplacer juste qu'il néguède les résistances, en phase des résistances pour qu'il chauffe un peu plus, c'est même moutard. C'est toujours un feu, toujours mougda, toujours défini comme un feu, plus ou moins fort, c'est moutard. On peut donc déplacer la marmite d'une partie brûlante à une partie un peu moins brûlante, ou moins brûlante à brûlant. Dans la mesure où, bien sûr, tout est très chaud. On peut cuire dans ces endroits-là. Donc voilà, on a réussi à sauver la dafina. Par contre, n'ayez pas la bonne idée, ou la très mauvaise idée, d'ajouter de l'eau froide. Parce que cette eau froide, vous allez mettre dans le kedirichon, elle va cuire. Ça sort minatora. Si on le fait, on ne pourra pas manger cette fila, cette daf après. Voilà. Donc, première halakha de cette semaine, d'actualité, que je vous transmets. Vous la connaissiez, mais bon, c'est une petite razara, parce que les gens oublient et peuvent oublier un détail. Deuxième halakha qui m'a été soumise cette semaine, c'est dans une cache-route d'un four. Une personne dans son four de viande, il a fait cuire une quiche au fromage. Par erreur. Problème, il faut cachériser le four. Alors, on a entendu, quand un four devient taré, il faut passer au chalumeau, c'est très compliqué. Alors, sachez que dans la sheila que j'évoque aujourd'hui, il n'y a pas besoin de passer les plaques au chalumeau. J'ai eu l'occasion de vous expliquer, je vais expliquer brièvement, mais je donne le psaque. Le psaque, déjà, un four de viande. On va dire eno benyomo. Même benyomo, yeshmakom gadol det mekin. Mais on va dire eno benyomo. Un four de viande dans lequel on a fait de la viande il y a plus de 24 heures, davantage, plus que 24 heures. On a fait une quiche au fromage dessus. Donc, on va dire que, bien sûr, la quiche au fromage n'était pas dans un moule en aluminium, qui est beaucoup plus facile à cachériser, mais on a mis directement sur la plaque, sans papier aluminium, sur la plaque. Les parois n'ont pris que de l'azer, l'humidité. Donc, le fait de prendre ce four de viande et le laisser brûler pendant une demi-heure, une heure, selon la force, la chaleur de votre four, ça cachérise des parois qui auraient avalé, qui ont été volées seulement, de l'azer, de l'humidité, qui s'appelle l'ibunkal. L'ibunkal, c'est plus fort que agala, et donc ce qui est rentré dans les parois, c'est de l'humidité, et c'est cachérisé par un libunkal en portant le four à température maximum. Le ridouche qu'il y a ici, c'est que la quiche en question, elle est en contact direct avec la plaque du four. Là, normalement, comme il y a un contact direct, il faudrait passer au chalumeau. C'est rentré sans liquide, c'est rentré à sec. Quand vous avez du sourd qui rentre dans un kéli à sec, il faut le passer au chalumeau. Il faut faire un niboul chamour. Eh bien non, en l'occurrence, on a de la chance. Si vous portez le four à température maximum, vous cachérisez aussi bien les parois que la plaque elle-même dans laquelle a été posée la quiche. Pourquoi? Alors c'est un yesod, je vous dis les mots, pour ceux qui ont fait la souga à Beyoun, un yesod qui s'appelle Eterabala. Que la plaque en question, elle n'a avalé qu'une quiche de lait. C'est du éther, ça. Alors, le problème, c'est que la plaque, elle était viande. Mais cette plaque viande, elle n'a avalé que du lait cachère. Comme c'est Eterabala, il n'y a pas besoin de faire d'Iboun Khamo, passer au chalumeau. Il suffit de faire une agala, ça suffit. C'est curieux, en général, quand c'est rentré à sec, il faut le sortir à sec. Avec la même température, donc avec normalement l'Iboun Khamo. En l'occurrence, comme ce qui a été avalé, c'est du éther, à des rayotes, à la fin d'Akmara Bodazara, on démontre que si on fait seulement agala, ça suffit. Et en l'occurrence, si vous laissez le four brûler pendant une demi-heure ou une heure, c'est ce qu'on appelle l'iboun kal. L'iboun kal, c'est toujours mieux que agala. En deux mots, je résume. Si un four de viande, enomenyomo, a été en contact avec du fromage, il suffit de faire
Un iboun kal, ça veut dire laisser le four brûler pendant une demi-heure, une heure, et le four est cachérisé. Bien sûr, après un lavage, un nettoyage, yesodi, profond, c'est évident, il faut que ce soit propre. C'est intéressant. Alors que si on avait mis de la viande, par exemple, de la viande non cachère par erreur, là, il aurait fallu passer au chalumeau les plaques. Voilà. J'ai parlé de Eno Benyomo. Sachez que Admor Zaken, dans un endroit de Chod Pessah, il nous dit que même si le four était Benyomo de viande et qu'on avait fait cuire du lait ou du fromage dedans, aussi on peut utiliser cette méthode-là de l'Ibunkal. Ça s'appelle aussi Eterabala, malgré le fait que finalement, il va y avoir un mélange de lait et de viande qui va se faire au niveau de la plaque. Malgré tout, il est méquide. Bon, certains sont marqués dans ça, mais demande à quel est méquide. Donc, Bekitsour, dans un four de viande dans lequel on a fait cuire un repas de lait, on nettoie le four, on fait brûler une demi-heure, une heure, selon la chaleur du four, et tout est caché. Voilà la deuxième halakha d'actualité. Une troisième, et je termine, et je vais écouter ensuite vos questions avant de passer à autre chose. Une troisième qu'un d'entre vous m'a posé et m'a suggéré d'en faire profiter l'ensemble des élèves. C'est dans Ilchot Borer. Nous avions dit les 2 semaines passées que pour pouvoir faire en sorte que l'acte de Borer, de trier, se transforme en un acte de Achila, d'Erach Achila, il faut 3 conditions. Biyad, miyad, ochel, mitoch, absolet. Avec la main et pas un ustensile de Borer. Miyad, dans la demi-heure avant la consommation, et prendre le bon du mauvais. Ochel, mitoch, absolet. Donc, j'avais dit que les poskim, Rabbi Orbach et d'autres disent que l'épluche légumes, l'économe, c'est un ustensile de Borer. Donc, il est interdit de prendre une pomme de terre et d'éplucher la pomme de terre avec une épluche légumes. Un kiwi avec un épluche légumes, c'est interdit. Tout simplement parce que l'obsolète avec un kéli, ça c'est interdit. Bien qu'avec un couteau, c'est permis, parce que là, le seul moyen d'accéder à l'intérieur du fruit, c'est en enlevant la peau. Donc, en fait, j'enlève la peau, mais quand même, c'est permis, ça s'appelle des rachia. Alors, un détail intéressant, je vous ai donné le yesod la semaine dernière, que pour qu'il y ait borer, il faut qu'il y ait tarovet, mélange. Borer égale démélanger, enlever le mélange. Mais si des éléments sont les uns à côté des autres, mais ils ne sont pas considérés comme mélangés, il n'y a pas d'interdiction de borer. Ça veut dire pas de la Kabbalah, c'est mélangé, pas mélangé, ça veut dire quoi? Par exemple, imaginons que sur la table, j'ai des livres qui sont posés les uns sur les autres, comme ça en vrac. Ils sont mélangés les uns sur les autres. Donc, commencer à prendre les chumashim, les ranger, les sidurim, les ranger, les télim, les mélanger, c'est interdit, en train d'être boré. Ou alors, j'ai des conditions de permission, c'est-à-dire je les prends pour l'utiliser tout de suite. Mais imaginons que les livres soient maintenant posés sur la table, un peu éloignés les uns des autres. Alors, imaginez que sur la table, vous avez un tas de livres, vous avez les uns à côté des autres, mais pas les uns sur les autres, comme ça, à côté. Quand ils sont les uns à côté des autres, ils ne sont pas mélangés. La table est jonchée, on va dire, de livres. Vous avez parfaitement le droit de prendre l'ensemble des Rumashim, les ranger à leur place, des Sidurim à leur place. Pourquoi? S'ils ne sont pas mélangés, il n'y a pas mélange, il n'y a pas tarovet. On arrive donc à un deuxième dîne que nous dévoile nos Chachamim, c'est quand vous avez un solide qui est plongé dans la liquide et que le solide est gros de la taille, on va dire, d'un œuf, la taille exacte n'est pas dit dans les potkim, ce n'est pas considéré comme mélangé. Si vous avez un petit moustique, vous avez une mouche qui tombe dans un liquide, c'est petit, c'est mélangé avec le liquide. Donc enlevez la mouche toute seule, comme ça c'est interdit. Elle est mélangée avec le liquide qui l'entoure. Par contre, un œuf, une pomme de terre, un morceau de viande, qui a la grosseur d'un petit œuf ou d'une grosse olive, on va dire, n'est pas considéré comme mélangé avec le liquide. Donc, il m'est parfaitement permis d'enlever les œufs, d'enlever la viande, les pommes de terre, du bouillon, si ça m'arrange. J'ai envie de l'enlever. Je ne veux pas les manger tout de suite, je vais prendre le bouillon seulement. J'ai le droit d'enlever les gros éléments qui sont dans le bouillon. J'enlève le mauvais du bon, c'est interdit. Et même mieux, je veux utiliser la louche trouée, l'écumoire. C'est un instrument de borer. J'ai le droit. Pourquoi? Parce que les éléments qui sont gros de la taille d'un œuf ne sont pas considérés comme mélangés avec le liquide. Intéressant.
Donc, on a le droit de le faire. Parce que ce n'est pas considéré comme mélangé. Une petite razara de ce qu'on a vu la semaine dernière. Alors, on m'a posé la question, qu'en est-il d'une tomate? Est-ce que j'aurai le droit de prendre un épluche légumes et d'éplucher une tomate? Alors, réfléchissons bien. Vous êtes bien d'accord que en temps normal, l'immense majorité de la population qui mange des tomates n'épluche pas les tomates. Pas Pessar pour les Chabad, pas dans le monde. La réponse est que non, on n'épluche pas. Ça veut dire que l'écorce des tomates, autour de la tomate, cette partie brillante, est considérée comme une partie de la tomate elle-même. C'est de la tomate. Mais ce n'est pas une psolette. La tomate elle-même. Donc le fait de l'enlever, c'est finalement comme couper la tomate en deux. Couper la tomate en deux, c'est permis, même avec un éplucheur. Donc, en temps normal, il n'y a pas d'interdiction de prendre l'éplucheur, de prendre l'économe et d'éplucher une tomate pour enlever son éplucheur, ce qui l'entoure. Alors, vous demandez pourquoi il le fait. Quelqu'un qui est, on va dire, qui est hysténiste, etc. Mais l'hysténiste, beteladato et kolada, il est battel par rapport au monde. Pour le monde, c'est rien, cette chose-là. Il y aura une différence, par contre, à Pessah. Vous avez un groupe de personnes chez Chabad, on est makpid d'éplucher tout, on a peur d'un petit pirour de Hametz qui serait dessus. Alors, dans la mesure où maintenant, à Pessah, pour nous, on ne mangerait pas une tomate sans l'avoir épluchée, alors là, l'écorce deviendrait une psolette. Et donc, il y aurait un problème de l'éplucher avec l'épluche légumes, il faudrait le faire avec un couteau. On a dit qu'un couteau, c'était moutard, ce n'est pas un instrument, un kéli de borer. Par contre, avec l'éplucheur, c'est interdit. Donc, à chaque fois, il faudra adapter les situations. Étant bien entendu que quand je parle de Pessah, les tomates et tout, je parle du Shabbat qui tombe pendant Pessah. Ça va être le cas cette année. Pourquoi je dis cela? Parce que si c'est le Shabbat Chol HaMoed, pardon, si c'est le jour de fête, c'est Pessah ou Shavuot, qui ne tombe pas Shabbat, il est permis d'utiliser l'éplucheur le jour de Yom Tov. C'est-à-dire, cette interdiction que nous avons d'utiliser l'éplucheur, c'est seulement pour Shabbat, mais pas pour Yom Tov. En général, il n'y a pas de différence entre Shabbat et Yom Tov. Mais il y a certaines melachot et certains cas où oui, il y a une différence. Je vais vous dire en quelques mots, je dis beaucoup de choses comme ça vite. En quelques mots, l'idée, c'est que ce qui est interdit Yom Tov, ce sont les choses que à derech la sot, les yamim rabim. Et quand on fait quelque chose pour de nombreux jours, quand on fait que ça pour des petites productions, juste pour un repas, on va dire, cela est permis. Or, l'éplucheur, ce n'est pas un instrument comme un grand ami qui est fait pour éplucher des centaines de kilos de fruits. C'est en général pour une petite consommation immédiate, en général. Donc, les poskim disent que l'éplucheur est permis pendant Yom Tov. Par contre, comme cette année, Pessah va tomber Shabbat, on ne pourra pas utiliser l'éplucheur, donc il faudra éplucher avant Yom Tov. Voilà, c'est 3 points que je voulais vous dire. La dafina qui brûle, le four-viande, laquelle on a fait du lait, et puis ce petit rappel sur Borer avec de la tomate. Je vous écoute maintenant. Rav, question s'il vous plaît. Allez-y. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a Borer pour un même élément mais avec des formes différentes? Ça veut dire, j'ai un sac avec des chalotes en forme de natte et des chalotes en forme de bâton. Est-ce que je peux choisir les nattes par rapport au bâton ou alors il n'y a pas de Borer parce que c'est le même élément? Non, si les formes sont foncièrement différentes, il y a Borer. Je vais vous donner un exemple de ces questions. Par exemple, il est marqué dans les poskim que quand vous avez des prunes, par exemple, il y a des prunes jaunes, des prunes rouges, etc. Bien que c'est des prunes, il y a Borer, parce qu'on est makpid sur telle couleur plutôt que telle couleur. Dans les pains en question, si vous avez des pains qui ont des formes différentes,
Oui, effectivement, il y a un problème de borer parce s'ils sont mélangés, bien sûr, hein, il faut qu'il y ait tarovet. Donc, vous avez un sac dans lequel vous avez comme ça des petites ralottes, certaines qui ont une forme d'étoile, d'autres qui ont une forme de cœur, etc. Oui, il y a borer dans ce cas-là, absolument. Ah, merci. Vous avez la solution. Je vous ai dit, hein, si vraiment il y a besoin, vous pouvez étaler vos ralottes sur la table, les démélanger, les mettre, et ensuite prendre ce qui vous intéresse. Vous voyez, vous pouvez faire comme ça. Ah, oui. Et j'ai une autre question, s'il vous plaît. Par rapport à bonnet, est-ce qu'on a le droit de prendre comme une cuillère à glace qui forme des ronds? C'est-à-dire, c'est comme quand on utilise cette cuillère, ça fait un rond parfait de glace. Est-ce que on a le droit d'utiliser ça? Écoutez, Miss Farah, madame, je vais vous dire que Miss Farah, j'aurais dit que c'est permis cette chose-là. Parce que finalement, bon, c'est vrai que ça nous intéresse bien. Vous savez très très bien que cette espèce d'ustensile là pour les glaces, très souvent on l'utilise plus pour passer plus rapide. C'est plus rapidement on prend la glace, on met sur le cornet et qu'on n'est pas tellement macpite sur la forme. C'est ce que je pense. Attendez, j'ai pas fini. Mais dans les shoots de Rav Wosner, il est marmire dans ça. Donc je suis mébatel mon idée et il faut être marmire. Ah, merci. Rav Wosner est marmire dans ça. Voilà. Ah, merci. Et juste une dernière question et j'enlève, je me retire. J'ai vu en Israël, justement, j'ai pensé au cours de la semaine dernière, ils vendent des boîtes de fromage frais à l'intérieur d'une grande passoire qui nage dans l'eau. Alors, j'ai pensé que finalement, on avait le droit de sortir ce carré de fromage avec la passoire. Est-ce que j'ai bien compris le cours? Si les carrés sont gros comme un gros olive, oui. C'est pas considéré ça dépend de la grosseur des carrés de fromage. Il est très gros, mais moi je pensais que la passoire c'est un ustensile à sourd, mais comme vous avez dit que. Voilà, exactement. Il n'y a pas birlage ta'arovet, c'est pas mélangé. Comme c'est pas mélangé, il n'y a pas de problème, absolument. Merci. Allez, messieurs, comme les dames, posez des questions aussi. Pas de questions? Donc, on continue. Il y a une question? Hello. Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. La question est la suivante. Quand vous avez des livres qui sont pêle-mêle mélangés les uns aux autres, comment faut-il procéder pour les ranger dans la bibliothèque? Alors, la semaine dernière, j'avais suggéré une solution qui peut faire sourire, mais qui va prendre du temps, mais elle existe. Vous prenez, s'il n'y a pas trop de livres, il faut une 10, 15, 20. Si vous en avez 200, comme à la Yeshiva ou au collège ou à la choule, il y en a plein, c'est compliqué. Ce que vous pouvez faire, c'est vous prenez chaque livre un par un, vous lisez un mot, parce que lire un mot, c'est une mitzvah. Un mot de Torah, c'est une mitzvah. Donc, vous lisez un mot, donc vous avez pris le bon du mauvais pour l'utiliser tout de suite. Une fois que vous l'avez dans la main, vous le rangez. Donc, vous prenez chaque télim, l'amnatseach, vous le rangez, chumash, vayomer, hop, vous le rangez. Bon, je ne sais pas si c'est une solution pratique, mais en tout cas, elle existe. Deuxième solution que vous ayez, qui est plus facile, c'est casser la tarovette, comme j'ai expliqué. Ça veut dire, vous prenez tous les livres. Alors, tous les livres qui sont posés les uns à côté des autres, sans être les uns sur les autres mélangés, ne sont pas considérés comme mélangés. Bon. Vous pouvez faire en sorte, vous prenez un tas de livres et vous les étalez sur la table. Une fois qu'ils sont étalés sur la table, ils ne sont plus considérés comme mélangés. Alors là, vous choisissez les chumash, vous les rangez, choisissez les teinim, vous les rangez, choisissez les chitas, vous les rangez, ainsi de suite. C'est-à-dire, vous cassez la torah. Il y a une gemara qui parle de ça, il y avait des fruits mélangés, un émora, hop, il a tout jeté comme ça par terre, il a éparpillé tous les fruits, après il les a rangés. C'est une solution. Mais s'ils sont vraiment les uns sur les autres, hein, vous ne lisez pas un mot dans chacun, et vous ne les étalez pas avant, et vous les rangez, ça, il y a un vrai problème. Parce que vous êtes en train de faire un paquet de chumashim, un paquet de télim, etc. Ça rentre dans l'interdiction de boire. Rav Zerbib? Oui. Et est-ce que, parce qu'on parlait des livres, mais bon, ce n'est pas directement lié, est-ce qu'un non-juif qui travaille dans une synagogue a le droit de ranger les livres? Écoutez, si un non-juif les range, je vous dis une svara d'être mékil dans ça. Normalement, Amir Alego, c'est assourd. Pas demander à un goy de faire quelque chose qui nous est assourd. Maintenant, j'ai eu l'occasion de vous expliquer ce yesod
qu'une femme de ménage, on peut la laisser faire la vaisselle. Vous savez très bien que la femme de ménage, elle a le droit, une femme de ménage, je n'ai pas le droit de lui demander de faire chose interdite. Mais moi-même, faire la vaisselle, je peux faire la vaisselle de manière permise. Je sais pertinemment que la femme de ménage elle va utiliser l'éponge, elle va utiliser l'eau chaude. Donc, quand je lui demande de faire la vaisselle, c'est presque comme si je lui demandais de faire des sourires. Et ça, c'est interdit. Pas demander à Mira des Goy, shoot, un sourd de Rabanan. Mais, si vous regardez bien, le mot faire la vaisselle, la phrase faire la vaisselle n'est pas synonyme de Issur. La preuve, c'est que chez nous, on n'a pas de femme de ménage. Je demande à un de mes enfants, s'il te plaît, fais la vaisselle, parce qu'on n'a pas fait la vaisselle de vendredi soir, fais la vaisselle parce qu'on a des invités pour samedi midi. Quand je lui dis faire la vaisselle, je ne suis pas en train de lui dire d'ouvrir l'eau chaude, d'utiliser l'éponge. Je suis en train de dire faire la vaisselle. Or, faire la vaisselle, c'est permis. Elle sait très bien le faire, elle prend de l'eau tiède, elle prend ça, de ne pas avoir une éponge, etc. On peut le faire. Donc, dans la mesure où ce que je demande à la femme de ménage, c'est quelque chose qui en soi n'est pas forcément interdit, mais c'est elle qui emploie des moyens, parce que ça l'arrange, qui sont interdits, ça c'est permis. Je vous donne un exemple. Demander à la Goya, je lui dis, va me chercher des chalotes chez le voisin au 8e étage. J'ai le droit. Des chevaux, c'est sur des rabananes, on peut demander à un goy. Maintenant, je sais que la femme de ménage, elle prend de l'ascenseur. C'est pas mon problème. Qu'elle prenne l'ascenseur, elle fait ça pour s'anourrir, pour son confort à elle. Mais quand je lui demande d'aller chercher des chalotes chez le voisin au 8e étage, c'est pas forcément, je ne suis pas en train de lui dire prends l'ascenseur. Je suis en train de dire va me chercher. Et si j'avais demandé ça à un juif, eh ben, il n'aurait pas pris l'ascenseur. Donc, le fait que le goy prenne un chemin interdit alors qu'il y a un chemin permis, c'est permis de demander au goy. Donc, dans la même idée, on peut dire, il y a des discussions, si c'est tout vrai, c'est halakha, mais on peut utiliser cette svara-là, il y en a d'autres aussi, mais cette svara-là… Ce sont des livres kadosh, quoi, c'est ça. Oui. Ah non, laissons ce problème de kadosh pour l'instant. Je suis dans la melacha de Borer pour l'instant. Je suis envers kadosh. Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce que je suis en train de demander au goy? Quelque chose que, sauf moi, j'avais une solution de les ranger. J'aurais pu les étaler, et en les étalant, j'aurais tout rangé, c'était permis. Donc finalement, beaucoup de postes qui me pensent que quand il y a un derech éter d'obtenir quelque chose, il y a une manière permise de le faire, de ranger les livres, en faisant les moyens que j'ai évoqués. Donc si maintenant le goy lui-même, il le fait de manière qui pour moi serait interdite, c'est-à-dire lui, il ne va pas les étaler, il va les ranger, il les voit, donc on peut le laisser faire. Maintenant, pour ce que vous évoquez des livres kadosh, il n'y a aucune interdiction qu'un goy respectueux, bien sûr, qui est propre, etc., qui a les mains propres et tout, qui fasse le rangement de la choule et qui range les sfarim. Souvent, on les laisse faire. D'accord. Voilà. Autre question. Rav, je peux vous poser une question? Allez-y. Alors, j'ai une question en rapport avec la vaisselle. Je crois que, alors à plusieurs reprises, vous nous aviez expliqué qu'on ne peut pas, avant Shabbat, préparer une machine. Par exemple, dans l'idée, je sais qu'on ne peut pas, par exemple, mettre du linge dans une machine à laver avant Shabbat et programmer la machine à laver pour que la machine à laver, elle s'exécute pendant Shabbat, parce que même si je fais rien, même si la machine à laver, elle est en départ différé, limite on imagine qu'elle fait pas de bruit, il y a quand même un problème parce que je programme une mélacha pour qu'elle se réalise pendant Shabbat. Alors, moi, j'aurais une question, est-ce que c'est le même din pour le lave-vaisselle? Parce que dans l'idée, le lave-vaisselle, ce n'est pas une mélacha en soi, puisque vous venez de dire que justement, le lave-vaisselle, on n'est pas en train de faire quelque chose d'interdit. Donc, est-ce que ça serait permis? Encore une fois, on ne parle pas d'un lave-vaisselle qui fait du bruit, on parle d'un lave-vaisselle qui est déjà allumé, qui est juste sur minuterie, qui va s'exécuter à un moment donné. Est-ce que ça serait permis de mettre de la vaisselle avant Shabbat, voire même, j'irai même plus loin, voire même vendredi soir? Est-ce que je peux mettre de la vaisselle dans le lave-vaisselle? Je sais qu'il va tourner pendant la nuit, il ne va pas faire de bruit, il est déjà allumé. Moi, je fais rien, je mets la vaisselle dedans et comme ça, je récupérais la vaisselle propre Shabbat midi, par exemple. Vous avez dit deux tnaïm qu'il faut vraiment mettre en valeur, parce qu'ils ne sortent pas d'erreur. Vous avez dit la première chose, il faut que l'appareil ne fasse aucun bruit. Dès l'instant qu'il fait du bruit, l'appareil, je pense que les robes des appareils que je connais font du bruit. On entend la machine qui marche. Il y a un problème de Afshamilta, marqué dans Shulchan Aruch,
Dans le cas d'un moulin là, qui tournait, on entendait les grains de blé qui s'écrasaient comme ça. Ça s'appelle Afshamita, c'est interdit, genre maritime. Donc, dans le cas où votre machine elle est. Alors, et que vous ne faites pas l'acte pendant Shabbat de remplir la machine. Normalement, la machine est remplie avant Shabbat. Alors, dans ce cas-là, effectivement, dans ce cas-là, s'il y a une minuterie qui mettrait cette machine en marche pour laver, ou bien que vous l'avez mise avant, qui est en train de se finir, effectivement, on pourra permettre de faire une chose comme ça. Mais attention, si vous le mettez pendant Shabbat et que se met ensuite en marche, c'est un problème parce que vous avez participé à cette melacha, vous êtes partie prenante, donc c'est interdit. Ça ne ressemble pas au cas où la chose se fait complètement d'elle-même. Sans votre J'ai pas compris. Comment vous pouvez dire que c'est une mélacha? En fait, en quoi une mélacha là, de faire la vaisselle? De faire la vaisselle à la machine, mais vous imaginez pas. La machine, elle tourne, donc il y a un problème électrique. Il y a un problème électrique dans Imagine qu'elle est déjà allumée, la machine. La machine, elle est juste sur minuterie. Voilà, elle est allumée. Moi, je Non, remplis une machine. Elle est allumée. Ouais, pardon. Et la machine, elle fait une melacha. C'est vrai que c'est la machine qui le fait, mais la machine fait une melacha. Vous me dites qu'il n'y a pas de melacha. C'est sûr qu'il y a le fait que la machine, il y a une melacha qui se fait. Elle se fait avec la machine, mais la machine fait une melacha. Vous voyez? Donc, puisque la machine fait une melacha, si maintenant, moi, je participe à cette melacha, c'est moi qui ai mis la vaisselle dedans. Oui. Donc, vous voyez ce que je veux dire? J'ai mis donc, je suis parti. C'est un soumi de Rabbanan, c'est pas un soumi de Torah. Il y a une Gemara qui dit comme ça, si quelqu'un il apporte du bois, et une personne oui. il amène le feu, et une troisième il allume. Celui qui est chayav, celui qui allume. Mais celui qui a porté le bois, il fait même, alors qu'il n'a rien fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'a fait qu'apporter le bois, mais il a porté les paramètres qui ont fait que la malacha s'est faite. Et donc. D'accord. Donc en fait, on va même si l'acte de faire la vaisselle en soi, c'est pas une mélacha que de faire la vaisselle, mais il n'empêche qu'il y a quand même une machine qui tourne et dans l'idée, c'est ça la mélacha en fait. D'accord. On s'attarde pas trop sur la mélacha que la machine elle fait, mais sur le fait qu'il y a une machine qui fasse quoi. Et qui passe et qui est en train de chauffer. La machine est en train de chauffer. Imaginez que vous mettez deux. Oui, c'est vrai, les vaisselles. Imaginez que vous avez un koum sur minuterie. Vous mettez pendant Shabbat de l'eau froide dans le koum et après la minuterie se met en marche. C'est sûr que la machine, elle va cuire votre eau. Alors, c'est pas grave, c'est la machine qui le fait, certes, et contraire. Vous n'avez pas corban pour ça, mais c'est du fait que vous avez mis de l'eau que l'eau a cuit finalement. Donc, vous avez. C'est pour ça qu'il faut bien penser que la minuterie du koum, elle s'allume avant le début de Shabbat en fait. Voilà, ah oui, ça, dans cette mesure, alors vous faites strictement rien. C'est le cas classique, la sécheuse qui continue à sécher à l'entrée de Shabbat, quoi. Et vous pouvez récupérer les habits parce que tout s'est fait avant Shabbat et ça se finit pendant Shabbat. Ça, oui. Et un truc, je vais laisser quelqu'un d'autre parler. C'est vrai que vous avez parlé du niveau de bruit sonore. Enfin, je vous ai posé la question il y a longtemps. Est-ce qu'on a un niveau de décibel de dire quand est-ce que quelque chose fait du bruit ou pas? Est-ce qu'on peut dire qu'on est incommodé par la chose ou pas? Parce que, bon, je sais pas, voilà, quelque chose qui fait pas. C'est pas une question d'être occupé. C'est comme c'est Hachamita, c'est un petit peu zilzoul de Shabbat. Donc, voilà, il y a quelque chose qui marche chez nous pendant Shabbat. Donc, c'est pas une question d'être commandé, c'est de capter le son. J'ai envie de vous dire, vous passez chez un juif froum et vous entendez la télé allumée. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais Birka, il n'a pas de télé s'il est froum déjà. D'accord, j'ai compris. Il y a un match de foot à la Coupe du Monde. Ok, merci. Merci beaucoup. Voilà. La question que je... Allô? J'écoute. Merci. Alors, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Alors, la question que je voulais poser, c'est si on ne dispose pas de machine à laver la vaisselle, quelle est la façon d'Erer et Terre de laver la vaisselle le Shabbat? C'est très simple. Je vais vous faire une petite leçon. Quand tout est mélangé. Chez Nounou. Alors, faire la vaisselle, c'est très simple. Vous prenez de l'eau du koum-koum. Pour avoir de l'eau chaude, vous le mettez dans une cuvette. Une fois qu'elle est dans la cuvette, c'est devenu Kélicheni. Donc, vous ajoutez de l'eau froide du robinet, c'est permis. On a dit dans Kélicheni, de l'eau de Kélicheni, même très très chaude, vous avez le droit d'ajouter de l'eau froide, donc vous avez de l'eau tiède. Non, nous, on utilise l'eau froide, de toute façon. Nous utilisons
froide. Le problème que je pose, c'est sur la vaisselle. Derrière l'image d'élite qui était mélangée, quand la vaisselle est mélangée, quel est le derrière éther de pouvoir laver la vaisselle? Non, mais attendez. Et sachant ce qu'elle est mélangée, je prends toute la vaisselle, je mets tout dans la cuvette, dans l'eau. Je mets tout dans l'eau. Et une fois que tout est dans l'eau, les assiettes, fourchettes, couteaux, tout est dans l'eau, alors je prends une éponge métallique. Éponge métallique, il n'y a pas Srita. Ou je fais avec j'ai un gant en plastique, je frotte avec la main, les enfants ils font avec la main, ils nettoient comme ça. Dans l'eau tiède, c'est très rapide, hein, les saletés s'en vont. Et après, j'ouvre le robinet d'eau froide et je passe chacun sous l'eau froide et je le pose sur le plan de travail. Voilà. Il n'y a pas un problème de boraire, je serais en train d'être boraire maintenant, je suis en train de laver. Je n'ai pas fait un tas de couteaux, de fourchettes et de cuillères, chacun d'enfant à sa place, pas du tout. Je n'ai fait que laver. Donc j'ai tout mis dans la cuvette, j'ai tout lavé. Tout le problème qu'on a de laver, c'est le problème de cuire. Là, je vous ai dit, on met du kumkum dans Kedisheni, donc il n'y aura pas un problème de cuir. Problème de srita, faire un srita, donc on ne peut pas utiliser une éponge. Donc là, comme je vous dis, vous prenez une éponge métallique, il n'y a pas de srita dans les éponges métalliques, et vous frottez. Ou s'il n'y a pas d'éponge du tout, ben vous frottez avec la main, prenez un gant en plastique et vous frottez avec la main, ça nettoie bien. C'est tout, tout est propre. Alors, dans votre question, je sens que vous avez un problème de boraire. Pour l'instant, j'ai rien des boraires. Oui, effectivement, je vais préciser. Sur le plan de travail. La question, je vais la préciser. Est-ce qu'on peut, par exemple, avant de laver, mettre les assiettes dans un coin? Alors, tout est mélangé, mettre les fourchettes et les couverts dans un coin, les verres dans un coin, et puis nettoyer après, et puis ranger dans leur place. Non, ça non. Ça non. Vous m'avez demandé si on peut faire la vaisselle. Je vous ai dit oui, maintenant. Je n'ai pas dit qu'avant la vaisselle, vous allez mettre les couteaux avec les couteaux. Alors, tout est mélangé avant. Hein, je parle bien, tout est mélangé. Et les fourchettes avec les fourchettes, ça c'est sûr que non. Vous êtes en train de faire des paquets. Pour ça, je vous dis, quand on fait la vaisselle, on met tout dans la cuvette. Hein, on nettoie, on dessert la table, on enlève la table, on jette toutes les saletés qu'il y a dans les assiettes, dans la poubelle. Et puis les assiettes sales avec les couteaux, fourchettes, cuillères dans la cuvette avec l'eau tiède. Et on laisse tremper avec du produit et on nettoie. Et une fois que tout est nettoyé, est-ce qu'on peut ranger à leur place? Poser ces emboraires, une finesse, écoutez bien ça. Je vous ai dit qu'une fois que tout est mélangé dans la cuvette, vous pouvez prendre un couteau, fourchette, etc. et la rincer sous le robinet. Écoutez bien, il y a un chidouche là. Vous prenez le couteau, vous le passez sur le robinet. J'ai le droit de le trier de l'ensemble, puisque je le prends pour le nettoyer, je ne le prends pas pour rien. Je le prends pour le nettoyer. Une fois qu'il est rincé sous l'eau, je l'ai dans la main. Je ne suis pas obligé de le remélanger avec le reste. Je le mets dans le tiroir à couteau. Ça veut dire que j'ai un coude, j'ai une ruse pour pouvoir finalement ranger fourchette, couteau, cuillère. Comment? En prenant un par un. Je ne le prends pas pour le trier, je ne le prends pas pour le ranger à sa place. Non, ça c'est interdit. Je prends un couteau pour le mettre à la place des couteaux, fourchette à la place des couteaux. Je suis en train de trier, de faire trois tas. Non, je le prends pour le rincer. Ma kavana, c'est de le sortir du groupe pour un but pour le couteau. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est comme prendre un livre, lire un mot, l'amnatseach, une fois que je l'ai, ça j'ai le droit, puisque je prends le livre pour lire un mot. Là, je le fais pour quelque chose, le couteau. Je ne le prends pas pour le ranger, je le prends pour le rincer. Les postes qui me permettent cette chose-là. Donc, à la limite, vous pourrez prendre un couteau, tout le robinet d'eau froide, ou d'eau froide, hein, pas d'eau tiède, Shabbat. Ensuite, une fois que vous l'avez dans la main, vous le rangez, et ainsi de suite. Est-ce que je me suis fait comprendre? Absolument, C'est clair, c'est clair. C'était le fond de ma question. Ouais. Donc, en fait, une fois qu'on a passé sous l'eau avec la main, on peut faire des tas de couteaux, de fourchettes et tout. Absolument, parce qu'au fur et à mesure, quand je les ai pris, je les ai triés avec le éther, fameux éther que je vous ai répété plusieurs fois, Beyad, Miyad, Ochem, obsolète. Je l'ai fait avec la main, j'ai pris le bon du mauvais. Pourquoi le bon? Parce que je prends le couteau pour l'instant. Je suis intéressé par ce couteau. Donc, c'est du bon par rapport au reste. Et une fois qu'il est dans ma main, c'est tout. Je ne suis pas obligé de le remélanger, je le range à sa place. Voilà. Autre question, allez-y. Fais une petite razara des melachot, il faut quand même. Et si je peux intervenir, Rav Zerbib, oui. Je vais me permettre, voilà, rien à voir avec le cours. Aujourd'hui, il y a à peu près, on va dire, une vingtaine de personnes qui sont venues étudier, qui sont venues au shiur.
Chacun sait que maintenant, ça va faire bientôt 1 an que Torah Zoom existe, qu'il y a eu beaucoup de shiurim pendant tout ce temps-là. Et il y a la facilité de venir étudier en étant bien chez soi, sans se déplacer. Alors, je voulais informer tout le monde qu'il y a un MIFSA qui est très, très facile à faire. C'est de partager, même si vous pensez que ça va saouler les gens, de les informer qu'il y a des cours. Mais je pense que plus vous allez partager qu'il y a des cours, et plus les gens vont venir étudier. Rendez-vous compte, si chacun aujourd'hui aurait amené une personne à étudier, on aurait eu 40 personnes. Donc c'est un MIFSA très facile pour qu'il y ait encore plus de monde qui vienne étudier. Voilà le message que je voulais faire passer. C'est une très très bonne idée. Puis dites le mot, c'est Mifsaïm, c'est tout. Mifsaïm, c'est pas C'est un MIFSA très très facile. très facile. C'est pas mettre, il y a mettre des filines à quelqu'un, mais permettre à un juif d'écouter 2 ou 3 halachot comme ça. Puis vous savez, vous remarquerez vous-même qui suivez ces shiurim, un Shabbat où on sait qu'on fait Shabbat qui est le Cheta, ça a quand même un goût spécial. Fais attention à chaque chose, les enfants font attention. Tiens, papa, je sais, tu fais attention. Moi, je dis toujours à mes élèves, à Béatrice, je leur dis toujours, n'oubliez pas de répéter ces cours vendredi au repas et Shabbat matin au repas. Et les parents souvent fait la yeshiva, hein, c'est des gens de Brunois, etc. Eh bien, ils sont toujours très contents. Ah, tu as appris ça, c'est intéressant. Ah, je ne me rappelle plus, j'avais oublié. C'est sûr, c'est une émulation. Et puis c'est Torah, hein. C'est pas besoin de vous dire, hein, Gaël Tania. Hein. Bon, il y a le Tania juste après, il y a le Tania. Et sachez qu'il y a une chaîne YouTube, Torah Zoom, et il y a près de 1000 vidéos de cours qui sont en replay, enregistrées, qui sont à la portée de tout le monde. Donc, n'hésitez pas à partager, à diffuser, à propager. Comme ça nous aidera à propager la Torah encore plus amplement. Voilà. Chazak ou Baruch à tout le monde. Merci beaucoup. Et merci à Zervib pour vos interventions. Il y a quelqu'un qui voulait dire quelque chose? Oui, je voulais poser une autre question. Quand il y a des mines qui sont différentes, des objets qui sont complètement différents mais mélangés, est-ce qu'il y a borer? Oui, bien sûr. Par définition, c'est ça borer. C'est quand j'ai donné plusieurs fois l'exemple, vous avez des cacahuètes, des amandes, des pistaches mélangés, plusieurs minimes entre eux, dans un rabier, dans un ustensile, et vous voudriez à table servir à la famille que les cacahuètes, par exemple. Donc, vous allez extirper les cacahuètes du kéli et le trier des autres minimes, et vous servez ça à table. Alors, si maintenant, vous allez manger tout de suite, vous prenez toutes les cacahuètes du mélange, vous mettez tout ça à table, et tout de suite, on va les manger. Alors là, c'est bon, parce que ça répond aux 3 conditions. Vous le faites avec la main, vous allez tout de suite les consommer dans la demi-heure, et vous avez pris les cacahuètes que vous voulez consommer tout de suite. Mais imaginons que vous fassiez l'inverse. Faites l'inverse. Prenez pas les cacahuètes que vous allez servir à table. Vous allez enlever les amandes. Allez, vous dites, allez, j'ai les amandes dans la cuisine, je vais les laisser dans la cuisine, on va les manger demain. Donc, vous êtes en train d'enlever, entre guillemets, l'obsolète, synonyme de la chose que vous ne voulez pas maintenant. C'est très, très bon, les amandes. Mais maintenant, vous n'en voulez pas. Donc, vous enlevez les amandes du mélange à la cuisine pour amener les cacahuètes à table. Ça, c'est assaut. Pourquoi? Parce que vous avez enlevé la chose que vous ne voulez pas. Vraiment, le cas où il y a plusieurs minimes mélangés, où ça s'appelle mélanger, et donc trier, c'est démélanger, c'est assaut. C'est clair? Par exemple, des cahiers sur lesquels il y a on va dire, des fruits qui sont mélangés avec des cahiers, on va dire. Ah, des fruits sur des cahiers, vous voulez dire? Oui, des espèces qui sont complètes, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Est-ce qu'il y a un digne de borer? Non, alors oui, là, vous posez une question générale que j'ai appelée Tsurata Rovet. Tsurata Rovet. Si les choses n'ont aucune shaykhout l'un avec l'autre, rien à voir. Le cas que j'ai donné, c'est amandes, cacahuètes, c'est à peu près les mêmes éléments. Des habits entre eux, des livres entre eux. Maintenant, si vous avez des cacahuètes qui sont tombées sur des livres, sur un livre,
et vous voudriez enlever le livre parce qu'il est en train de se salir. Alors là, effectivement, on va dire ce fameux principe, c'est pas meourav. Il y a de nombreux cas où les éléments ne sont pas considérés comme meouravim. Je vais vous emporter pour répondre à la question quelques exemples dans les poskim. Par exemple, des éléments qui sont rangés les uns à côté des autres, comme des livres les uns à côté des autres, ou bien un manteau sur un cintre. Comme ils sont bien rangés, ils ne sont pas considérés comme mélangés. Vous avez une autre manière de dire que les choses ne sont pas mélangées, c'est quand les éléments n'ont qu'une shaykhout l'un avec l'autre. Je vais apporter au début l'exemple suivant. Comment se fait-il que j'ai le droit? J'ai un livre à la table. Je vais enlever le livre. Pourquoi je ne dis pas que j'enlève? Le livre, il est mélangé avec la table. Tout le monde comprend que le livre posé sur la table, ce n'est pas une agdara, ce n'est pas défini comme mélangé. C'est posé mouna khalav. Vous voyez? Personne ne va dire que maintenant, pareil pour votre question, des amandes qui sont tombées sur un livre, les amandes sont mélangées au livre. Elles ne sont pas mélangées au livre. Les amandes sont mélangées avec des éléments qui ressemblent. C'est posé sur le livre, c'est tombé sur le livre. Donc le fait d'enlever le livre, ce n'est pas interdit. Le livre n'est pas meourav avec les fruits. Maintenant, où va la Agdara? Alors ça, il y a des cas qui sont très délicats. Parce qu'il me rapporte des cas, des fois, on se demande si vraiment combien les éléments doivent se ressembler plus ou moins pour dire qu'ils sont meouravim. Ça, c'est une question difficile. Donc, voilà, tous les exemples que je vous ai apportés déjà, ça vous répond les cas les plus fréquents. C'est sûr que des fruits avec des livres, ça ne peut pas mélanger. Non. Razak Rav Zerbib, merci pour tout et que Dieu donne la force à tout le monde. Mon plaisir, c'est que vous étudiez encore bien les halachot et Kol hashana halachot b'kol yom muftachu shulam haba, l'olam haba, l'olam hatria, l'olam de Mashiach très bientôt. Amen, amen, amen. Et si on n'a pas compris quelque chose, on peut revenir sur le cours. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, vous avez remarqué, les derniers cours, on reprend toujours un petit peu sur l'ancien. Exactement. Exactement. Kol hakavod. Hazak. Allez, Koltou.